Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2. Vous êtes en direct sur votre chaîne préférée pour votre magazine favori. On garde le contact. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème très important et très intéressant avec le docteur Coulibaly qui est socio-anthropologue, qui est déjà installé. Mais bien avant de le recevoir, nous avons un invité de la DCM, le révérend Makosso Camille, qui a un message à vous faire passer. Bonjour révérend. Bonjour Eva et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'une grande veillée de miracles et de délivrance. Exactement. Il faut dire que le vendredi dernier, nous avons eu un séminaire assez important avec le révérend général Kandem Dieunedor qui était arrivé du Cameroun. Nous avons notre traditionnelle veillée et c'est la dernière veillée de l'année avant le grand rassemblement que nous aurons au stade Félix-Houphouët-Boigny en fin d'année. Il s'agit de quoi? Il s'agit, Eva, demain à partir de 20 h, d'une veillée avec un thème majeur. Trop, c'est trop. Vois-tu, en début d'année, beaucoup de personnes qui me suivent à cet instant précis ont prophétisé en disant « Cette année, c'est mon année ». Le mariage n'a pas encore eu lieu. Le voyage n'a pas encore eu lieu. La femme qui avait son mari qui rentrait tardivement continue de rentrer tardivement. Dès lors, ayant parcouru la Bible, nous avons découvert 3 types d'hommes. Moïse qui un matin se réveille et dit à Dieu « Soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre ». Jacob qui dit à l'ange « Soit tu me bénis, soit je ne te laisse pas ». Et Pierre qui marche avec Jésus et un matin, il stoppe Jésus en disant « Jésus, nous avons tout abandonné, qu'adviendra-t-il de nous ?» Demain, à partir de 20 h, il nous reste 2 mois, novembre et décembre. Nous prions le Dieu de la dernière minute. Je ne sais pas où tu es à cet instant précis, mais demain, à partir de 20 h, au niveau de l'église évangélique, la bénédiction à jamais, une grande nuit de miracles et de délivrance t'attend. Vu l'importance de cet événement, nous avons pris le soin de convoquer des orateurs de taille qui pourront prendre le soin d'accompagner ce programme, dont l'archevêque Kassid Azito, qui sort de sa réserve, le porte-parole national des églises évangéliques, le bishop César Cassier, le voyant que nous appelons le prophète Fernand Yodé, l'apôtre Dao Suleiman et votre serviteur. Demain, cette veillée concerne exclusivement toutes les personnes qui sont fatiguées et qui sont chargées. Nous irons crier à Dieu pour dire à Dieu, trop, c'est trop. Nous aussi, nous avons besoin de notre miracle. D'accord, moi j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi justement, après toutes les promesses qu'on s'est faites, qu'on a faites peut-être à Dieu en début d'année pour l'accomplissement de nos vœux, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans ce cas-là, on est en décembre, vous le rappelez fort justement, pourquoi toutes nos prières n'ont pas encore été exaucées? Parce que tout simplement, l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est de venir pleurer devant la face de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, pense à mon cas. Il se moque de toi. Tous ceux qui ont marqué la Bible se sont levés un matin et ont dit ça suffit, je ne suis pas d'accord. Anne était la mère de Samuel le prophète. Elle avait une rivale qu'on appelait Pénina. Pénina faisait des enfants, Anne ne faisait pas des enfants. Tous les ans, Pénina se moquait de Anne. Or, Anne faisait ses offrandes, Anne payait sa dîme. Un jour, Anne s'est levée, elle a dit non, ça suffit. Lorsque la rage se lève dans ton cœur pour dire à Dieu, je ne suis pas d'accord, le ciel est obligé de se mettre en mouvement car Dieu ne veut pas décevoir une seule de ses créatures. Et c'est ce que nous irons dire demain. Donc demain, quand quelqu'un vient, on regarde son visage. Si son visage n'est pas nerveux, on dit, ma soeur, nous, on est fatigués et on est chargé. Peut-être toi, tu es fatigué, rentre chez toi. Mais tous ceux qui sont malades, qui en ont marre, on viendra crier à Dieu, moi-même y compris. Parce que j'ai aussi mes sujets de prière dont j'ai besoin d'un exaucement. Donc on ira nous plonger devant la présence de Dieu. Et les orateurs sélectionnés pour cette veillée, vraiment, je les ai côtoyés. Ce sont des personnes que Dieu utilise. Donc c'est demain à partir de 20 h à l'église évangélique, la bénédiction à jamais 220 logements. L'entrée est totalement libre. Et il y a 2 contacts pour pouvoir avoir toutes les informations relatives à cette veillée de prière. Le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40 et le 09 50 93 59 09 50 93 59. Demain encore, je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse également, révérend Makosso. Merci. Très bonne journée à vous. Vous aussi. Très chers téléspectateurs, je vous ai dit à l'entame de cette émission que nous parlerons aujourd'hui de délinquance. Délinquance sous toutes ses formes, délinquance juvénile, mais également délinquance des personnes un peu plus âgées, un peu plus adultes. On demandera d'ailleurs au docteur comment est-ce qu'on appelle cette forme de délinquance. Le téléphone est ouvert, vous le savez, 22 40 12 54 pour vos questions, vos suggestions, vos conseils ou même vos témoignages et histoires. Est-ce que vous avez eu dans votre entourage un jeune qui a basculé dans la délinquance? Comment cela s'est passé? Vos témoignages nous intéressent. Le numéro sera affiché dans quelques instants grâce à Patricia Yeo qui réalise cette émission. Docteur Coulibaly, bonjour. Bonjour Eva. Soyez le bienvenu. Merci. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. C'est ça. Et je l'ai dit, on va parler de délinquance d'ailleurs. On va définir la délinquance. Comment on pourrait la définir?
La délinquance peut se définir vraiment simplement par le fait que c'est un comportement déviationniste, pour ne pas dire anti-sociétal, donc d'un être asocial, qui n'épouse pas ou qui va à l'encontre des règles et des normes, des pratiques qui sont émises par la société et qui sont acceptées par la société. À ce niveau, au niveau des règles et des normes et des valeurs au niveau de la société, il y a deux aspects. Il y a ce qui est de type législatif, donc qui relève du domaine du droit, c'est-à-dire que le législateur a mis en place pour qu'on puisse avoir une certaine stabilité, une certaine harmonie au niveau de nos pratiques pour engendrer le progrès de la société. Et il y a l'ensemble de normes du point de vue de la légitimité sociale, c'est-à-dire reconnu, qui n'est pas forcément écrit, mais reconnu dans les pratiques par la société. Ce qui fait qu'il y a certains comportements qui sont décriés tout de suite par la société dans sa globalité, mais quand on va du domaine du droit, on trouve que ces comportements du point de vue du droit ne sont pas aussi des comportements jugés délinquants. Mais du point de vue de la sociologie, de la société, c'est des comportements délinquants. Donc il y a ces approches-là qu'il faut bien déterminer quand on parle de délinquance. Et nous, aujourd'hui, on parlera de la deuxième approche en ce qui concerne la société. Tout à fait. Alors, ces infractions-là, quelles sont-elles? Des vols, des larcins? Bon, pour ce qui concerne, on va dire, les plus jeunes. Oui, ça c'est une très belle question parce que d'une manière générale, quand on parle de délinquants, tout de suite on voit le pickpocket, le gangster, le braqueur. Mais non, la délinquance, je l'ai dit, c'est un ensemble de comportements qui est contraire à la pratique sociale. Donc ce qui fait que lorsque vous grillez un feu rouge, vous êtes un délinquant. Vous êtes un délinquant parce que dans les normes, il est dit que vous devez vous arrêter au feu rouge. Et vous le grillez, donc vous êtes un délinquant. Lorsque, par exemple, vous faites un détournement parce que vous avez en charge la gestion des deniers, que ce soit public comme d'une manière générale on le dit, on dit que vous êtes des délinquants en col blanc. Ça veut dire que vous êtes des délinquants. On s'adonne à la corruption. Voilà, la corruption, tout ce qui est comportement qui est contraire à la pratique sociale, que ce soit légitimé, que ce soit législatif, c'est-à-dire relevant du domaine du droit, vous êtes considéré comme un délinquant. Finalement, on dira qu'on est tous des délinquants parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, enfreint la loi à des degrés divers. Tout à fait. On a tous. Mais il y a l'aspect répétition. D'accord. Il y a l'aspect répétition, peut-être c'est ce qui fait un peu la ligne de démarcation. C'est vrai, un jour ou l'autre, nous avons été délinquants, il faut le croire, mais lorsque on étiquette un individu de délinquant, c'est considéré comme un comportement vraiment récurrent, répétitif, continuel, et donc on le taxe de délinquant, parce qu'on le reconnaît comme tel. C'est comme quand vous arrivez dans un quartier, je prends un exemple comme ça, et puis on constate que vous êtes en train de causer ou d'échanger avec un jeune qui, dans le quartier, est reconnu comme le plus grand délinquant parce que c'est un voleur ou un braqueur. On va vous dire tout de suite, mais qu'est-ce que vous faites avec celui-là? Mais c'est un grand délinquant. Voilà, tout de suite, parce que c'est son comportement en quelque sorte de tous les jours. Mais pourtant, même quand on le dit, nous-mêmes, plus ou moins, nous avons été délinquants un jour ou l'autre. Tout à fait. Mais comme cela est passager, pour ne pas dire ponctuel, ce n'est pas dans la régularité. Et donc, ça fait que... on est des délinquants occasionnels. Occasionnellement, nous ponctuels, sommes des délinquants ponctuels ou occasionnels. C'est ça. Mais on ne nous étiquette pas de délinquants parce qu'on ne s'endurcit pas dans le crime et qu'on ne répète pas ces actions. Donc ça, il faut que la population le sache. La délinquance, c'est à tous les niveaux. Très bien. Alors, on va parler des enfants. On est toujours dans l'état des lieux. Hein. Oui. On parle beaucoup de délinquance juvénile. Oui. Cette délinquance-là qui touche les plus jeunes. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, même peut-être 16 ans. Oui, juvénile, c'est l'adolescence. C'est jusqu'à la limite de l'adulte. Donc, même on peut aller jusqu'à 18 ans pour parler de juvénile. Alors, un enfant qui, à la maison, va piquer de l'argent dans la veste de son père ou qui va avoir de petits comportements comme ça à la limite donc, de la morale, c'est un délinquant juvénile? Oui, il y a un élément qu'il faut aussi souligner, c'est, j'ai parlé d'étiquette et j'ai parlé d'acceptation de la chose. Lorsque cela se passe peut-être dans un cadre familial
Et on se rend compte que dans la famille, l'enfant ne pose ses actes de délinquance qu'au sein de la famille. Donc on a eu une certaine tendance à cacher au sein de la famille. Donc, vis-à-vis de la société, cet enfant n'est pas un délinquant. Parce que la société, son regard vis-à-vis de cet enfant, ce n'est pas un regard de comportement asocial ou comportement déviationniste par rapport aux règles. Mais vis-à-vis de la famille à l'interne, c'est un délinquant. Mais généralement, on essaie de couvrir. Généralement, comme on le dit, les mamans couvrent toujours leurs enfants, malgré tous leurs méfaits. Et donc, on essaie de couvrir. Donc, vis-à-vis de la société, ce n'est pas un délinquant. Même le père me met dans, le père même dans la méconnaissance. Voilà, de tout ce qui se passe dans la maison. Donc, pour le père, ce n'est pas un délinquant. Mais, généralement, c'est lorsque, d'une manière générale, la société constate que vous adoptez un comportement, dans sa globalité, que vous adoptez un comportement qui va à l'encontre des règles, des normes, des valeurs qui sont établies, là, tout de suite, vous êtes délinquant. À partir du moment où, par exemple, lorsqu'il y a des tests de droit qui existent, vous voyez tout de suite, vous passez devant un juge et vous êtes emprisonné parce que vous empêchez, vous constituez un danger pour la société. Très bien. Ouais. Docteur, alors on va parler aujourd'hui, je pense, de délinquance, comment dire, pure. La délinquance, je dirais mineure, la délinquance qu'on exerce tout le monde au quotidien, donc brûler des feux par exemple, avoir de petits comportements qui... Bon, ça porte à conséquence. Brûler un feu tricolore, bien évidemment, c'est une infraction, c'est grave. Mais on va parler de délinquance beaucoup plus poussée, donc des actes de vol, des actes de braquage notamment. Et on va passer au second sous-thème tout de suite, les causes. Alors, qu'est-ce qui pousse des jeunes ou des moins jeunes vers la délinquance? Vous savez, les causes, vraiment, elles sont diverses. Aujourd'hui, quand on parle des causes de ces phénomènes, c'est un phénomène social. C'est un phénomène social à l'ère des TIC. Donc vous avez, c'est des nouveaux paramètres qui s'intègrent dans la définition des causes de ces délinquants. Mais d'une manière générale, vous avez des causes qui sont d'ordre social. Vous avez des causes qui sont d'ordre social. Vous avez des causes, aujourd'hui il y a un débat là-dessus, d'ordre biologique, en faisant ressortir la question d'hérédité. Est-ce que le vol ou la délinquance se transmet de père en fils? C'est un débat au niveau des biologistes, des anthropologues biologistes, mais à ce niveau aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité. Et donc vous avez même des causes environnementales. Vous avez des causes d'ordre culturel. Je prends maintenant les causes d'ordre social par exemple. Au niveau d'ordre social, vous savez que nous sommes dans une société qui est beaucoup influencé par son environnement. Très bien, on y revient tout de suite, docteur. En attendant, nous avons M. Roger qui nous appelle du Togo. Allô? Allô? Oui, bonjour M. Roger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Madame. Oui, M. Roger, on vous entend. Oui, bonjour. Bonjour M. Roger. Nous sommes beaucoup intéressés. Votre émission m'intéresse beaucoup. On vous écoute. Et puis j'ai un problème. Oui, je vous suis depuis le Togo. Oui. Depuis le Togo. Oui, M. Roger du Togo. Je vais poser une question. Oui. Je vais poser une question. Ma question là, c'est qui? Je vis actuellement ce problème. Ce que je pose. Est-ce qu'une femme qui refuse d'écouter son mari, est-ce que c'est une délinquance? Une femme qui refuse d'écouter son mari. Qui refuse d'écouter. Ça fait partie de la délinquance. Si une femme refuse de satisfaire son mari ou bien de l'obéir, est-ce que c'est une délinquance? Ah d'accord, ok. Une femme, d'accord. Une femme qui refuse de satisfaire son mari, est-ce que c'est une délinquance? D'accord, Monsieur Roger, merci pour la question. Docteur. Merci. C'est une question très sérieuse. C'est une colle, il faut le dire, c'est une colle. Parce qu'il y a un certain nombre, je le dis, pour pouvoir parler de la délinquance, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être réunis. Voilà. Il y a la facteur légitimité, il y a la facteur au niveau des textes, donc quelque chose d'une manière générale des pratiques reconnues par la société. Donc c'est vrai, lorsqu'on va vraiment sous un angle encore plus élargi, les liens de mariage, la vie de couple, c'est vrai qu'il y a une dimension, généralement, il y a une dimension de reproduction sociale, comme on le dit, reproduction biologique, reproduction sociale. Et donc, il y a des rapports qui lient les deux êtres qui se sont mis ensemble. Et à ce niveau, il y a un certain nombre de codes
de conduite qui s'instaure entre les deux. C'est pourquoi il dit c'est difficile. Là, c'est du point de vue vraiment micro. C'est un angle très réduit. Maintenant, les comportements entre les deux, quels sont les principes qui ont été établis dans leur union par rapport à la communication, puisque quand il parle de... elle ne m'écoute pas. Docteur. Elle ne m'écoute pas, mais c'est jusqu'à quel niveau de communication il n'est pas écouté. Pour revenir au fait que la femme refuse de se soumettre au devoir conjugal, je sais que c'est, on l'a dit, hein, c'est un des devoirs du mariage. Donc, un homme, je sais, pour avoir discuté de cela avec un juriste sur ce plateau, qu'un homme peut s'en référer à la justice si sa femme refuse. Bon, donc c'est... Je ne sais pas si on va qualifier cela de délit. Il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis. Est-ce que le refus, comment s'explique le refus? Quels sont les éléments explicatifs du refus? D'accord. Monsieur Roger, on pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'informations. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Madame Seri est en ligne, elle nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonjour Madame Seri. Oui, bonjour madame. On vous écoute. Oui, je voudrais vraiment participer à l'émission. Vous êtes la bienvenue. Pour les causes de la délinquance. Oui. Ça relève de plusieurs facteurs. Il y a d'abord la famille, et puis bon, il y a les fréquentations. Si on parle de délinquance juvénile, ça concerne la petite enfance jusqu'à chose à l'ordre de l'adolescence. Voilà. Donc ça dépend de l'éducation des bases. Supposons qu'un enfant qui a habité à un certain niveau de vie, du jour au lendemain se retrouve, par exemple, qui avait des parents aisés. Par la foi des choses, il perd ses parents. Et puis, il n'a personne à qui se fier, qui puisse s'occuper de lui. Il se laisse aller à la première occasion qui s'offre à lui. Et souvent, il y a certains parents qui, parce qu'ils disent qu'ils sont aisés, au lieu d'éduquer les enfants à se battre, ils mettent les moyens devant eux à bas âge. Et au moment où ces enfants-là ont besoin de ces moyens-là, ils ne peuvent plus faire face. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ça qui cause souvent ces gens de problèmes. D'accord. Merci beaucoup Madame Seri pour votre participation. Okay, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Docteur, ça nous ramène donc au second sous-thème dans lequel nous sommes en ce moment, donc les causes. Elle a parlé de famille, de fréquentation notamment. C'est ce que j'ai appelé l'environnement social, c'est-à-dire l'influence de la société sur l'individu. Généralement, on parle de la délinquance juvénile parce que tout simplement, dans le processus de développement de l'enfant, on lui inculque un certain nombre de valeurs. Et à un moment donné, on se rend compte que l'enfant, en s'intégrant dans la société, ne pousse pas ces valeurs qui lui sont inculquées. Voilà. Maintenant, on peut savoir comment est-ce que ces valeurs ont été inculquées, que c'est par rapport à des modèles même que ces valeurs lui ont été inculquées. Donc, c'est la question qu'on se pose. Mais on se dit normalement, pour un enfant qui grandit dans un cadre familial, dans un environnement social qui est adapté, dans la logique, il doit pouvoir s'intégrer facilement en respectant les règles, les normes que la société a édictées. Voilà, donc on se rend compte, parce que on parle beaucoup de la délinquance juvénile, parce qu'on se dit que c'est ce qui ne devrait pas être. Un enfant déjà, voilà, c'est choquant parce qu'un enfant déjà à cet âge-là, dans l'adolescence, devrait plutôt s'occuper de ses études, de son avenir, plutôt que déjà de s'adonner à des comportements déviationnistes. Voilà, très bien. Docteur, il existe également des familles unies, des familles bien sous tout rapport, dans lesquelles les enfants sont bien éduqués, avec toutes les valeurs qu'il faut, mais il arrive qu'il y ait un enfant, un vilain petit canard, passez-moi l'expression, dans la famille qui a des comportements antisociaux et complètement... à l'opposé de ses frères et sœurs. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Oui, c'est quand il dit que les causes sont diverses. Il y a une dimension aussi psychologique. Hein. C'est-à-dire que vous mettez, je prends un exemple comme ça, vous allez mettre des moutons, des brebis toutes blanches ensemble, et puis vous allez mettre peut-être un mâle pour pouvoir... fécondé en s'attendant aussi à des agneaux qui sont aussi tout blancs. Mais vous allez trouver des agneaux noirs là-dedans. Qu'est-ce qui explique cela? C'est un aspect d'hérédité, donc un aspect biologique. Donc voilà, c'est un ensemble d'aspects. Mais pour les hommes, il y a beaucoup d'aspects psychologiques qui interviennent. Parce qu'effectivement, tous ces enfants peuvent intervenir dans un milieu, mais avec des dispositions psychologiques différentes. Et aussi, les fréquentations aussi peuvent différer. On va parler d'ailleurs des fréquentations juste après ce coup de fil de Mme Yoboué Viviane qui nous appelle
Dadjamé. Bonjour Madame Yoboué. Oui, bon. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, j'appelle pour souhaiter un joyeux anniversaire à Eva Amoni. Merci. Merci beaucoup Madame Yoboué. Ok. Merci. Au revoir. Merci, très bonne journée à vous. Merci beaucoup Madame Yoboué, ça fait plaisir. C'était mon anniversaire hier. Ah, joyeux anniversaire. Merci. Alors, on revient donc aux fréquentations, docteur. Oui. Vous l'avez dit, il y a les mauvaises fréquentations, celles qu'on appelle mauvaises fréquentations en tout cas, Oui. peuvent Oui, parce que quand on parle de la délinquance juvénile, l'enfant n'a pas la même appréhension de la société que les adultes. Parce qu'il est en construction. Il est en construction. Nos comportements sont un ensemble de construits. Ce que nous appelons construits sociaux, construits psychologiques. Donc, il peut arriver à un moment donné que l'enfant, il choisit un modèle qui n'est pas forcément le modèle de la société. Et donc, ce modèle-là, on rentre dans un processus d'imitation qui fait que l'enfant, pour lui, il adopte un modèle, mais pour lui, il ne fait pas forcément un comportement asocial. Très bien. Monsieur Tahiri nous appelle de Grand Bassam. Allô? Oui, allô? Bonjour Monsieur Tahiri. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, merci. Ouais, en effet, j'aimerais dire simplement que la délinquance Oui. est basée sur 4 facteurs. D'accord. Voilà, il y a... Oula. Monsieur Tahiri, on espère que vous allez rappeler, hein, parce que déjà, rien que votre introduction nous a fortement intéressés. On a hâte de savoir quels sont les 4 facteurs qui, pour vous, expliquent la délinquance. Alors, docteur, donc, on revient donc aux fréquentations et vous disiez que certains enfants prennent des modèles qui ne sont pas les bons. Qui ne sont pas les bons, mais eux, ils n'ont pas encore l'esprit de discernement que ce n'est pas des bons modèles. Je vous prends un exemple comme ça, le tabagisme. Tout le monde sait dans la société que vraiment c'est un effet vraiment pervers de la société, le tabagisme. Mais à un certain moment, vous vous rendez compte que les jeunes qui fument dans certains milieux, mais lorsque vous posez la question par rapport à certaines études qui ont été faites au niveau des recherches universitaires, mais vous vous rendez compte que pour ces jeunes-là, c'est un effet de mode. Et c'est une manière de... Voilà, peut-être même plus que par celui, c'est une manière de s'affirmer. Parce que c'est un moment où tous les sens se mettent en place, les rapports avec les jeunes filles, il faut les draguer, l'approche par rapport à une femme, il faut s'affirmer pour dire que nous sommes vraiment, je suis en phase avec la société parce que j'ai réussi à conquérir la plus belle femme qui est là. Donc j'adopte un certain comportement pour moi qui est un modèle qui favorise l'approche de la jeune femme. Pour donner cet exemple banal, donc je me mets à fumer. Parce que j'ai vu des jeunes, des grands frères en train de fumer. Et ces jeunes, vraiment, ils étaient bien vus au niveau de la société, en fait, dans leur milieu, bien sûr. Et donc, c'était les durs. Voilà, c'était les durs du quartier. Quand ils fument, vraiment, c'était les bons viveurs du quartier. Et donc, c'est un modèle. Pour l'enfant, c'est un modèle dont il commence à fumer. Ça chante très bien et pourtant la société sait très bien que c'est un acte qui quand même qui est dangereux et qui va à l'encontre véritablement des règles qui sont régies. Parce qu'en termes de modèle, un adulte il peut fumer parce que la loi ne l'interdit pas. Voilà. Mais aujourd'hui, l'État prend des dispositions pour que cela se passe vraiment dans un cadre plus réduit et plus contrôlé, pour éviter que les autres ne puissent aussi bénéficier des aspects nocifs de nos comportements. Mais quand vous prenez cet élément, par exemple, vous allez trouver, par exemple, c'est pourquoi j'ai parlé des 2 formes. Légitimement, vous allez trouver une société qui accepte facilement la cigarette parce que tout le monde fume, c'est normal. Mais vous allez trouver d'autres sociétés où il y a des règles qui disent qu'il est interdit, par exemple, de fumer. Et vous trouvez ces sociétés-là. Et aussi, lorsque vous fumez dans cette société, vous êtes délinquant. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une autre société où c'est permis, vous n'êtes pas délinquant. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de la question de légitimité, de l'acceptation du comportement par la société. Très bien. Voilà. Nous avons un téléspectateur en ligne, il s'appelle Monsieur Mamadou et il nous appelle du Bénin. Allô? Oui, allô? Bonjour Monsieur Mamadou. Allô? Oui, allô? Quoi? Bonjour Monsieur Mamadou, vous êtes sur RTI2, on parle de délinquance aujourd'hui, on vous écoute. Bonjour. Oui, allô? Oui Monsieur Mamadou, vous nous entendez?
C'est par rapport à une... Oui, je vois. On ne vous entend pas du tout, Monsieur Mamadou. J'espère que vous allez rappeler pour pouvoir poser votre préoccupation. Docteur, on est toujours dans les causes de cette délinquance-là. Est-ce que la pauvreté, j'imagine que la pauvreté, la paupérisation pardon, de certaines familles peuvent, non pas justifier, mais au moins expliquer la délinquance de certains jeunes? Oui, selon les études qui ont été faites, effectivement, il y a certains facteurs, les facteurs d'ordre économique. On appelle ça les facteurs d'ordre économique. Qui justifie ou qui explique la situation de délinquance d'un individu. Mais c'est une interprétation qui est faite, sinon vraiment de manière très scientifique et du point de vue psychologique, ce n'est pas directement un lien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être délinquant. Ah non, on est pauvre, certes, c'est une situation, mais on cherche à s'en sortir de manière honnête en respectant les règles de la société. Donc c'est un lien qui se fait, mais il faut dire que ce n'est pas... Voilà, c'est un raccourci trop facile. Je n'ai rien à manger, je ne trouve rien à manger. Mais est-ce que tu as vraiment cherché à manger de tes propres moyens, à la sueur de ton front, comme on le dit, de tes 10 doigts, et puis tu n'as pas trouvé à manger. Voilà. Pardon, on a M. Koulibaly qui... oui, votre homonyme, M. Koulibaly qui nous appelle du Mali. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour M. Koulibaly. Oui, je téléphone depuis le Mali. Oui. Bon, je voulais dire à docteur que ce n'est pas forcément la fréquentation qui vit sur l'enfance. On a dit que c'était un des facteurs, pas le seul. Oui, là, un des facteurs, sinon, bon, ce n'est pas forcément ce facteur-là. Vous avez d'autres facteurs à nous donner? Non, je voulais tout simplement faire une suggestion concernant la fréquentation. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci, M. Koulibaly. Alors, on revient donc à la pauvreté qui, pour vous, n'est même pas une explication. Mais non, parce que si c'est ainsi, dans nos pays où le taux de pauvreté est quand même élevé, là, on allait avoir vraiment un taux de délinquance aussi élevé. Voilà, mais aujourd'hui, je crois que tous les chiffres que l'État avance, nous sommes vraiment en baisse au niveau des taux de la délinquance en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un lien, c'est un raccourci qu'on prend, mais scientifiquement, ça s'explique aussi. Ça s'explique, comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions mentales, tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions sociales. Donc ce qui fait que vous prenez quatre enfants, vous avez un dans les mêmes conditions, vous avez un qui va voler, mais pourtant les 4 sont dans une situation de pauvreté. Voilà. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'aspect social. L'aspect social parce que l'individu, dans son développement, subit beaucoup la pression de la société. Très bien. Voilà. Monsieur Touré est en ligne, il nous appelle de la Riviera. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Touré. Bonjour, ça va? On vous écoute.